Ok, donc aujourd'hui on va continuer notre Ultimate Tic-Tac-Toe. Alors du coup, la dernière fois on s'était laissé sur tout ceci, donc principalement en fait sur le fichier main en fait qui va être le fichier qu'on va exécuter, là où en fait on va prendre vie notre jeu. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire le tableau cette fois-ci. Donc cette partie, on va la faire dans un nouveau fichier. Voilà, ça va être quelque chose d'à part en fait, pour éviter d'avoir tout dans le même fichier. On peut le faire, mais le truc c'est que ça peut vite devenir un peu bordélique. Là au moins du coup on va pouvoir s'y retrouver. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir à créer des fonctions et des classes dans ces fichiers, et ensuite on va pouvoir les importer dans ce fichier là. Voilà, ça c'est un truc qui est quand même pas mal, c'est que du coup on peut faire un truc assez gros en fait, et pouvoir mieux s'y repérer grâce au fichier, puisque un fichier va correspondre à une partie spécifique. Donc là, le fichier, ça va être le fichier qui va contenir en fait tout ce qui concerne le tableau en lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe, ok. Donc on crée une classe, on va l'appeler new board, voilà. Et ensuite du coup, on va créer notre classe. Alors ce qu'on va faire, c'est que alors on n'a pas forcément. Est-ce qu'on a besoin du init? Je suis pas sûr. En fait, ça peut juste servir si on veut tester en fait que ça fonctionne bien. C'est-à-dire quand on va importer du coup notre classe ici, donc on va importer du coup ce qu'il y a dans ce fichier-là. C'est juste faire une petite fonction pour vérifier. Mais arrêtez, il n'a pas vraiment besoin. Voilà. Alors, on peut appeler ça voilà, test, mais en réalité c'est pas super important. Donc le constructeur pas super important. Du coup, ce qui va être important, ça va être du coup ce qui nous permet de créer le tableau. Voilà. Donc on va faire create board. Ok, donc hop, on n'oublie pas le self parce que c'est une méthode ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va renvoyer le tableau. Donc ça va être notre grand tableau. Donc ce que j'appelle le grand tableau, c'est celui où il va y avoir en fait les 6, les 9 cases en fait, 9 grandes cases en fait. Là on va mettre les pièces. Ce sera pas du coup les petits tableaux. Ok, dans une de ces cases du tableau qu'on est en train de créer, il y aura un petit tableau là. Ok, donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va du coup renvoyer un tableau. Donc on va faire une liste de listes. Donc pour cela on va s'aider en fait de la boucle for, parce qu'en fait on peut créer une boucle de différentes manières. On peut faire je fais ça n'importe comment en for i in range comme ça, et ensuite on écrit du coup notre texte, enfin notre code. Ok, et ensuite on a du coup nos instructions. Mais on peut faire aussi différemment. On peut tout simplement en fait dire que notre boucle on l'a fait itérer, ok, et ensuite on renvoie quelque chose. Et pour renvoyer quelque chose, alors on pourrait faire tout simplement return un truc. Le truc c'est que là ça nous ferait sortir de la boucle, il me semble. Je sais pas si ça fait vérifier, parce que je fais surtout avec des breaks pour sortir de la boucle, mais là en fait le mieux c'est que on va renvoyer un truc à chaque itération, et pour le renvoyer, eh ben en fait il suffit juste de dire la valeur qu'on veut renvoyer. Cette valeur on la met avant notre boucle for. Donc là ça veut dire qu'à chaque itération, donc de 0 à 2, on va renvoyer un 0. Et ce 0 sera stocké du coup dans cette liste. Ok. Bon là le truc c'est qu'on a juste une liste avec 3 valeurs. Nous on veut 3 listes de 3 valeurs. Du coup en fait on va simplement renvoyer cette liste, voilà, grâce à une nouvelle boucle. Voilà, tout simplement. Donc du coup voilà de quoi va être composé notre tableau qui va contenir qui va servir pour le grand tableau. C'est que du coup on va voir 3 listes qui contiennent chacune 3 valeurs. Une liste ça va correspondre à une ligne, ok, une ligne horizontale. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que faut imaginer en fait que ces listes là qui sont retournées ici, elles se superposent en fait d'une certaine façon. Donc là faut imaginer que les listes, voilà, elles sont comme ceci, ok. Et donc là du coup ça correspond à notre grand tableau. Vous voyez, donc cette valeur 0, ça correspond du coup à la pièce, ou à la case en fait qui est tout en haut à gauche. Celle-là, celle qui est pile au milieu, pile au centre. Voilà, etc. Et du coup, tout ceci sera stocké dedans. Donc là, on initie avec des 0. Donc 0, ça voudra dire tout simplement que la case est vide. Ok. Et ensuite, quand quelqu'un positionnera, donc par exemple, admettons, il clique sur la case du milieu, on va regarder à cet endroit ici si c'est libre. Si c'est 0, eh ben ok, on met la valeur, donc la valeur qui va représenter le joueur, donc 0, enfin 1 plutôt, ou moins 1 par exemple, on peut mettre ce qu'on veut. Et ensuite on met 1, voilà, par exemple. Et ensuite, du coup, on passe à l'autre joueur. Et si, admettons, il veut jouer par exemple ici, à cette case ici,
et que quand on va regarder à l'index qui a la valeur en fait qui représente la case, et ben on va voir que c'est différents euros, donc du coup il va pas pouvoir jouer la personne. Donc on verra que ce n'est pas possible de jouer ici. Voilà du coup comment ça va fonctionner. Ok. Donc ensuite ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire du coup le tableau qui va contenir, en fait, faire la liste qui va contenir tous nos petits tableaux. Alors, la technique que j'ai fait risque de peut-être surprendre un petit peu certains parce qu'il y en a qui pourraient se dire qu'on pourrait faire en fait à chaque fois des listes comme celle-ci, qui chaque petite liste du coup va représenter des petits tableaux. Alors j'ai décidé de partir autrement. C'est pas forcément le meilleur truc. C'est en fait simplement je vais faire 9 listes de 9 valeurs. Et une liste, ça va représenter en fait toute une ligne. Donc là, du coup, ces trois premières valeurs, c'est les trois premières, les trois valeurs de notre première liste en haut à gauche. Puis ensuite, il va y avoir les trois autres. Ok, donc ça va correspondre à la première ligne horizontale du deuxième tableau. Ok, et ensuite, pareil, du coup, pour le troisième, ici. Voilà. Et du coup, ça, on va en faire 9, comme ceci. Donc, du coup, ça va correspondre à tous à toutes nos lignes. Et ces lignes, en fait, du coup, après, on va pouvoir un petit peu les segmenter pour du coup dire, bon ben, voilà, donc ça va correspondre, alors ici, voilà, ça va correspondre à notre premier tableau. Ça, ici, jusqu'ici, ça va correspondre à un deuxième tableau. Ici, jusqu'ici, ça va correspondre à un troisième tableau. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça va être du coup pas mal en fait pour quand il va s'agir de vérifier quelque chose, vérifier un alignement par exemple, parce que ce sera beaucoup plus facile pour jongler entre les listes. Vous voyez? Parce que en fait là, si on veut vérifier par exemple, je sais pas, en diagonale, les diagonales de ici, bah le truc c'est que du coup il y a des algorithmes que j'ai réussi à faire où on va juste se décaler un petit peu et on va pouvoir en fait vérifier chaque diagonale et pas juste mettre des valeurs d'index en fait qui correspondent à ces diagonales là. Ce sera du coup beaucoup plus simple, ça évitera de coder énormément de trucs. Voilà, donc ce sera beaucoup plus pratique. Donc du coup on va faire tous les petits tableaux. Donc voilà, donc ça va correspondre à tous nos petits tableaux. Donc hop, comme ceci. Je vais l'enlever après, hein, tous ces trucs là, hop, voilà, je les enlève. Voilà, et ensuite on fait du coup toujours le même principe en fait, on va avoir une liste où à la base tout va être à 0, chaque valeur va représenter en fait une case, et ensuite on va regarder quand on va cliquer à un endroit, qu'on veut mettre quelque chose dans une des cases, on va regarder si du coup il y a de la place libre ou pas. Voilà, et s'il y a de la place, du coup on change la valeur de 0 pour dire que ce n'est plus disponible. Voilà, donc du coup là on crée une liste qui a 9 valeurs. Parce que ça va être sur 8, voilà, et ensuite on renvoie du coup à nouveau une liste à chaque itération ici. Voilà. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre méthode qui nous servira plus tard, ou je sais plus si je l'avais marqué. Je crois que je n'avais parlé. Ah oui, c'est pour ici. Voilà, en fait, tout simplement, ça va être la fonction qui va nous permettre de réinitialiser notre tableau. En fait, ça va pas être super compliqué. On a plusieurs manières en fait de faire. On peut rappeler en fait cette méthode, vous voyez, par exemple, ou un truc comme ça. Mais on va faire un petit peu différemment. En fait, tout simplement, on va faire une méthode qui va prendre en paramètre en fait du coup déjà le tableau, qui est donc le tableau qui sera déjà été créé. Vous voyez, et aussi le grand tableau. Donc on peut l'appeler du coup tableau principal, voilà. Et on s'assure aussi que c'est bien terminé. Je sais pas si c'est vraiment si utile que ça, parce qu'on l'appellera qu'une seule fois, cette méthode, c'est quand ce sera terminé. Bon, c'est peut-être pas obligé le game over de vérifier que c'est bien terminé, parce que on l'appellera juste ici, en fait, on s'assure déjà que c'est game over, en fait, à chaque fois. Bon, voilà, c'est, on va dire, une sécurité. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est que on va récupérer chaque valeur du coup de notre tableau. Donc en fait ça, ce tableau, ça va être celui qui contient celui-ci en fait, vous voyez. Ok. Voilà, donc comme ceci. Donc on récupère chaque valeur, donc c'est grâce avec enumerate, et en plus l'index. Et ensuite ensuite on va parcourir chaque valeur de row, donc de chaque ligne, donc de chaque liste de notre tableau. Voilà. Hop, et
ensuite, ce qu'on fait, c'est que du coup, pour pouvoir accéder à une valeur, du coup, on a juste à dire la liste qu'on veut accéder, puisque là, on a des listes. Et ensuite, du coup, étant donné qu'on a accès, on va accéder à une liste, on va du coup pouvoir à nouveau indexer pour pouvoir récupérer une valeur. Et là, hop, on passe à 0. Donc du coup, là, on peut réinitialiser toutes les valeurs grâce à ça. Et le raisonnement est le même pour le grand tableau, en fait. C'est à peu près la même chose. Voilà. Et ça va être un peu plus rapide pour lui, les itérations, vu qu'il y aura beaucoup moins de valeurs à modifier, à réinitialiser. Voilà. Et ensuite, on fait comme ceci et on récupère chaque fois. Donc, on passe chaque valeur. Attendez, je fais un peu n'importe quoi. Hop, voilà. À 0. Ok. Donc, ça, c'est fait. Donc du coup là on a notre tableau de cré. Alors c'est déjà quand même pas mal. Alors ensuite pour pouvoir appeler du coup quelque chose, c'est pas compliqué en fait. Pour pouvoir récupérer du coup une valeur, à pouvoir récupérer une fonction, une classe ou n'importe quoi. En fait ce qu'on fait c'est qu'on précise juste le nom du fichier. Ok, donc from board, ok, notre fichier s'appelle board. On importe, ok. On importe quoi? On importe tout simplement notre classe en fait, new board, voilà. Et ensuite, quand on va instancier notre classe, ok, donc on va l'instancier par exemple ici, on va faire board, ok, on a juste à faire new board, voilà, et c'est fini. On a du coup notre classe qui est instanciée et on peut du coup accéder à ce que l'on veut. Donc voilà, ça c'est quand même voilà, c'est plutôt pratique je trouve. Du coup, ensuite ce qu'on va faire c'est que on va créer nos tableaux. Donc on va les créer ici, donc le tableau principal, voilà. Ça va être board. Point. Alors excusez-moi, hop, board point create board, voilà. Donc on a récupéré la méthode ici et après c'est le même raisonnement pour créer du coup les petits tableaux. Voilà, donc on appelle du coup la méthode et c'est fini. Voilà, donc c'était aussi simple que ça. Et du coup ça nous évite d'avoir un immense script en fait, puisque là on a juste créé un tableau, mais on a encore d'autres choses à créer. Ok, donc maintenant on va s'occuper de la partie visuelle du jeu. Donc je vais faire tout ceci dans un fichier qui s'appelle frontend, voilà, pour faire un peu une petite dédicace au dev frontend. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire c'est que là on va s'occuper de l'immense majorité, ça se trouve peut-être même tout ce qui concerne en fait le visuel du jeu. Donc c'est-à-dire quand on va créer, quand on va lancer notre fenêtre, tout ce qui va apparaître ça va être fait grâce à ce script. Ok, donc il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on va s'occuper de faire en fait, ça va être d'afficher en fait des pièces si la valeur dans la valeur qui la représente est différente de 0. Ok, voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et du coup, on va devoir céder des index. Et ben en fait, ça va être une technique qui est pas mal. C'est que en utilisant les index, en fait, on va pouvoir avoir les coordonnées qu'il faut, pour pouvoir bien mettre au bon endroit notre pièce sur l'interface. Donc ça c'est un truc qui est quand même pas mal. Donc on y reviendra un peu après. Donc là on va importer Pygame parce qu'en fait on va avoir on va afficher en fait des pièces à l'écran, donc ça va se référer du coup à notre fenêtre Pygame. Voilà. Donc ensuite on va faire une fonction. Alors cette fonction elle est facultative. C'est juste qu'en fait moi j'ai décidé de mettre un fond noir et le truc c'est que mon cercle est noir. Voilà, donc on risque de pas le voir en fait. Et du coup je vais le convertir. Je vais changer de couleur. C'est un truc qu'on peut faire parce que c'est un fichier en .png, donc le fond est transparent et du coup avec Pygame du coup on peut changer la couleur des pixels qui sont pas transparents et ça nous donne du coup une nouvelle image quoi. Et du coup je vais faire des cercles verts à la place. Ok, donc pour ça on va récupérer comme ceci. Ok, donc ça va être surface, ça va être notre image en fait. Quand on passait couleur, c'était de la couleur qu'on va vouloir mettre, la nouvelle couleur en fait de notre image ou de notre surface du coup. Ok, donc ensuite
on récupère RGBA alpha. Alors RGBA, donc ça va correspondre en fait au canaux rouge, vert, bleu, alpha de attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Rouge, red, green, blue, et ça c'est alpha. Voilà. Donc c'est un tuple du coup, notre paramètre color, qui va correspondre du coup en fait à la nouvelle couleur que l'on veut. Voilà. Et ensuite, bah, ça, on va appliquer cette nouvelle couleur en fait à tous les pixels de notre image. Donc W et H, c'est width, donc largeur, height, hauteur, simplement. Ok, et ensuite il nous reste juste à faire ceci. Voilà. Alors, et qu'est-ce que c'est les paramètres du coup? Donc ouais, c'est X, Y et pygame, et ensuite on indique la couleur. RGB. Voilà. Donc ça c'est une fonction facultative. Je me souviens plus exactement de tout ce qu'elle fait. Je crois pas que c'était moi qui l'avais faite. Donc voilà. Bah, après c'est pas super important. C'est au pire sinon il suffit juste de consulter en fait les docs pygame. Ça se base juste là-dessus. Voilà. Alors ensuite du coup ce que l'on va faire c'est que on va faire une méthode, une fonction pour pouvoir dessiner. Alors je voulais commencer. Je voulais commencer par les petites pièces ou les grandes pièces. Qu'est-ce qui est plus simple pour pouvoir vous introduire au concept que je vais faire? Alors les lignes, on les fera pas tout de suite parce que c'est vrai que c'est pas mal de calculs mathématiques. Bon, en fait, c'est pas important qu'on commence par. On va peut-être plutôt commencer par les grandes pièces. Donc là, on va faire une fonction qui va s'occuper de dessiner les grandes pièces. Alors du coup, ça va prendre en paramètre notre fenêtre Windows, parce que c'est là où on va afficher nos images. Ensuite, ça va prendre en paramètre comment s'appelle, notre grand tableau, donc celui qui contient 3 listes de 3 valeurs. Et ensuite, ça va prendre en paramètre square, circle, donc en fait le cercle et le carré. Non, pas le carré sera pour autre chose. Le cercle et la croix. Et square, en fait, ce sera en fait pour nous permettre d'indiquer, enfin, ça va nous aider en quelque sorte à trouver les coordonnées pour savoir en fait où est-ce qu'on va mettre notre pièce. Ok, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire for x in range len. Voilà. Donc là, du coup, à nouveau, on va parcourir toutes les valeurs de notre liste. Et si la valeur qu'on va avoir est moins 1 ou 1, bah, moi, dans mon cas, moins 1 ou 1, en fait, ça va dire que du coup, ça va être soit voilà, le joueur qui a les cercles ou le joueur qui a les croix. Et du coup, bah, si on a moins 1 ou 1, et bah, on doit dessiner du coup une pièce sur la fenêtre. Ok, donc ensuite, on fait ça. Range. On peut faire à nouveau len mainboard, tout simplement parce qu'en fait la longueur de notre tableau, donc la longueur de la liste qui contient les listes, vaut la même valeur que la longueur d'une liste, donc 3. Et du coup ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire si donc la valeur est égale à moins 1, bah du coup on va afficher un cercle par exemple. Donc comment on fait? Donc on fait win.blit, donc ça c'est, comme je rappelle, notre fenêtre pygame. Blit c'est pour appliquer en fait une surface sur notre fenêtre. Ensuite on précise où est-ce qu'on trouve cette surface, donc là ça va être notre image. Et ensuite là on met x et y, les coordonnées x et y en tuple, si je me trompe pas. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x fois square et y fois square. Alors, là, on a des index. Ok, donc ça va être des petites valeurs.
en fait, ici, ça va prendre des valeurs qui sont soit 0, soit 0, soit 1 ou 2. Ok. Et après, on va les multiplier par carré. Donc, un carré, donc square, ça vaut un tiers de la valeur de notre fenêtre. Donc du coup, on se rend compte en fait que ça va nous donner des coordonnées en fait qui vont être relatives à la taille de notre fenêtre. On part d'index, mais grâce à la valeur de square qui représente du coup un segment de notre fenêtre, et bah on aura du coup les coordonnées qui seront bonnes. Si on est par exemple, on veut afficher un cercle à l'endroit en haut de la fenêtre. Bon, bah, faut pas oublier que Pygame, quand il affiche une image, le point de coordonnée en fait de l'image, ça va être le haut gauche en fait de votre image. On va faire un petit peu un petit schéma pour essayer de voir plus clair. Donc là, j'ai représenté sans faire tous les petits tableaux notre surface graphique. Donc là, admettons, bon, ceci est censé être une image, donc ça c'est un cercle. Et en fait, quand les coordonnées donc en Pygame, ça commence avec le repère qui est ici, donc en 0, 0, les x ici et les y ici. Et quand on place une image, en fait, on va indiquer les coordonnées, sauf que les coordonnées, elles sont où, si on peut dire, en fait, sur l'image? Bah, en fait, les coordonnées, elles vont à chaque fois se situer en haut de l'image. Donc, on a nos coordonnées, on utilise nos coordonnées, et bien l'image, elle va commencer à partir de ce point coordonné, et elle va du coup, hop, se décaler comme ceci, pour qu'en fait, son haut gauche soit l'angle, en fait, l'angle gauche, soit en fait parfaitement à l'endroit où on indiquait les coordonnées. Et du coup, on se rend compte que ici, en fait, bah, pour avoir notre image qui soit bien centrée, il faut qu'elle fasse la taille, en fait, qu'elle respecte voilà, la taille des grilles. Et qu'ensuite, niveau coordonnées, bah, du coup, ça commence en haut à gauche, donc c'est-à-dire en 0, 0. Et ça, du coup, ça correspond parfaitement à ce qu'il y a dans nos index. Donc, si on multiplie en fait les index de cette image ici, donc qui est l'index 0, 0, simplement parce qu'elle est à la première liste, à la valeur 0, enfin la première valeur de la première liste, donc index 0, 0. Et du coup, bah, ça va parfaitement correspondre à ça. Si on se décale ensuite ici, bon, eh bien, on se rend compte qu'en X, donc du coup, la première liste, on reste toujours sur la même liste, et en revanche, on va être sur la deuxième valeur, donc à l'index 1. Donc du coup, bah, là, on va multiplier par 1 la taille de on va multiplier par 1 notre square. Donc du coup, on va avoir des coordonnées en Y qui vont être toujours égales à 0, parce que là, pour le coup, on est toujours, on n'a rien. Et ensuite, en X, par contre, il va falloir qu'on se décale d'un tiers, donc ça sera parfaitement ici. Et donc, du coup, on se rend compte que, du coup, si on veut avoir quelque chose qui correspond à ce qu'on avait dit ici, eh ben, en fait, il va falloir que le X ne soit pas ici, mais soit plutôt ici. Parce qu'en fait, on va d'abord parcourir en Y, vu que chaque liste correspond à une ligne. Et du coup, en fait, les lignes, bah, ça va être en quelque sorte nos Y. Et ensuite, on va accéder du coup à nos valeurs. Donc, on va plutôt faire comme ceci. Et du coup, bah, le X qui est ici, bah, si il vaut 0 par exemple, et que le Y vaut 0, bah, on va bien être sur la première image. Enfin, comment dire, la valeur qui est tout en haut à gauche. Si on se décale de 1 vers la droite, bah, du coup on va toujours être sur la première liste, donc du coup en Y on veut toujours 0, en revanche en X on va avoir 1, donc du coup ça va faire 1 fois square, donc qui va être égal à 1 tiers de la valeur de notre fenêtre, donc du coup on va bien être en X à 1 tiers et Y est 0, donc du coup on va bien avoir notre image qui va bien correspondre à l'endroit où elle doit être. Voilà. Et ensuite, bah, ça, ce raisonnement, on va faire, ça va être pareil en fait pour bah, l'autre joueur. Et lui, cette fois-ci, ça va être les croix. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on fait un ici. Voilà, donc là, du coup, on a fait les pièces, donc les grandes pièces. Et le raisonnement, en fait, va être le même pour les petites pièces, à part que ce soit un carré, ici, donc square, ça va être du coup les petits carrés, donc les small squares.